Salut, je m'appelle Charlotte. J'ai créé la chaîne WhatsApp Sortir de relations oppressives parce que j'avais envie de parler un petit peu de l'adultisme et des autres dominations ordinaires qui en découlent et la manière dont on ne se rend pas forcément compte de ces discriminations et de ces stigmatisations qui nous entourent. Donc du coup, j'avais envie de faire une petite série d'audio avec des œuvres qui pour moi ont cassé quand même un peu les stéréotypes dans les relations humaines qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Et je vais les analyser selon 4 critères dont j'ai parlé le vendredi 22 août 2025. Donc vous pouvez retourner sur la chaîne et aller les lire. Et je vais commencer avec Anne avec un E. Alors, Anne avec un E, c'est une série Netflix qui est sortie entre 2017 et 2019. Il y a eu 3 saisons, je crois, au grand désespoir de tous les fans qui voulaient une suite, qui voulaient une 4e saison, parce que en fait, Anne avec un E, c'est une série qui parle de toute une série de romans qui ont été écrits au siècle dernier et qui parle d'un personnage, Anne, qui est au départ une orpheline de 13 ans qui arrive dans une ferme au Canada dans à peu près la moitié du 19e siècle. Et donc voilà, je vais plutôt parler de la série parce que effectivement il y a 2 siècles qui séparent l'histoire où se déroule la vie de Anne et 1 siècle qui sépare quand a été écrit l'histoire par Maud Montgomery, qui ressemble un petit peu quand même à sa vie au Canada, sur une petite île au Canada. Et il y a quand même énormément de différences, même s'il y a des similitudes. Netflix a quand même rendu la série beaucoup plus inclusive que le roman, même si le roman, pour l'époque, je trouve qu'il était quand même assez avant-gardiste. Moi, ça me fait penser un petit peu au personnage de Tom Sawyer, par exemple, le Tom Sawyer de mon enfance quand je regardais les dessins animés. Et donc, il y a le premier item, enfin c'est le second dans ma liste, c'est voilà, le personnage est quand même un enfant, mais qui est un enfant qui est vraiment qui est fort, qui est intelligent, qui est débrouillard. Il y a ce côté très émancipateur où il se laisse pas faire par les adultes. Voilà, donc ce premier item, moi je validerais complètement. Ensuite, au niveau de la parentalité, de l'éducation, des relations entre les adultes et les enfants, je validerais aussi parce que ce qui est quand même assez nouveau dans cette série, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement il y a clairement la maltraitance dans les orphelinats et dans les écoles qui est clairement dénoncée. La différence entre le premier maître d'Anne qui est vraiment très classique et très humiliante, et puis la deuxième maîtresse qui arrive et qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus ouverte. Il y a aussi un point qui est hyper important, c'est la posture de Matthew, donc la personne qui adopte Anne. On peut pas dire papa parce qu'elle n'a pas une relation de parentalité, mais bon, c'est quand même le couple qui les adopte, c'est un frère et une sœur. Donc voilà, donc c'est pas, on peut pas trop dire que c'est son père et sa mère, mais c'est quand même 2 figures hyper importantes. Et donc Matthew, c'est vraiment la personne qui est très douce, très ouverte, très moderne et qui accepte inconditionnellement Anne. Marilla, c'est un peu plus compliqué. On sent tous les stéréotypes sur les femmes, de comment elles devaient éduquer les enfants à l'école, de manière très stricte, très sévère, couper des émotions. Mais pour autant, elle refuse de frapper Anne, elle la punit, mais bon, en général, à chaque fois, elle s'en veut, ça évolue, elle discute. Voilà, c'est quand même très moderne là-dessus. Et un point hyper important pour moi, il y a vraiment cette évocation du stress post-traumatique des violences qu'on subit dans l'enfance. Donc on voit à plusieurs moments la mémoire traumatique qui revient et Anne qui tout d'un coup, en entendant quelque chose, en voyant quelque chose, paf, elle se retrouve complètement avec ces souvenirs organiques de quand elle était maltraitée plus jeune.
Et bon, voilà, rien que pour ça, je trouve que ça aussi, c'est validé, parce qu'on a aussi la critique des parents de l'époque qui voulaient que leur fille ne continue pas forcément d'études et se marie et ait une bonne situation. Voilà, il y a plein de choses qui sont soulignées. Il y a quand même des mamans qui essayent que leur fille, justement à l'inverse, ait une situation un peu plus émancipée. Bon, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, et donc je validerai aussi ce deuxième point. Et je ferai le lien avec également le fait qu'on voit des personnages qui sont un peu différents. Si on devait diagnostiquer, on va dire, Anne, je pense que ce serait potentiellement... Alors, soit effectivement, il y a l'importance du stress post-traumatique, des traumas complexes de quand on a été violenté pendant l'enfance. Mais il y a aussi, elle est sûrement TDAH, je pense, ou dans le spectre de l'autisme, parce qu'elle a vraiment une personnalité qui fait que, bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand on est soi-même, soit TDAH, soit autiste, soit les deux, il y a quand même un truc qui nous fait nous dire oh, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je ressens. Voilà, donc il y a cette... Il y a ce personnage vraiment qui est haut en couleur et où tout le côté un peu atypique, ça pourrait être plutôt une anti-héroïne au départ, mais elle est très attachante et c'est plutôt... tous ces traits de personnalité sont plutôt vus comme des qualités. Ensuite, je vais essayer de faire court parce que je vois que j'en suis déjà à 6 minutes. Le côté très novateur de Netflix, c'est que même s'ils ont gardé l'histoire très classique, donc je spoil, hein, désolé, mais ça se termine par le bisou hétérosexuel, Gilbert avec Anne. Bon, on le voit, c'est cousu de fil blanc du début à la fin, on sait bien qu'ils vont finir ensemble, qu'on va avoir le bisou de fin, etc., etc. Mais quand même, tout autour de ça, il y a énormément de place à l'amitié, il y a de l'amitié garçon-fille, il y a des relations autres que les relations hétérosexuelles, on a quand même l'évocation de relations homosexuelles, plus ou moins assumées ou pas, que ce soit le maître d'école, que ce soit... je sais plus les prénoms, mais il y a une vieille personne très riche qui explique voilà, l'amour de sa vie, c'était une femme. Dans le roman, on peut deviner qu'il y a quand même une sorte de relation quand même homosexuelle entre Anne et Diana, même si ça reste très platonique. Voilà, c'est quand même assez moderne là-dessus. Donc je trouve que c'est chouette aussi parce que ça offre quand même des modèles à toutes les orientations sexuelles. Donc ça, j'ai trouvé ça assez chouette pour les enfants et les adolescents, voilà, qu'il n'y ait pas seulement le modèle érigé de l'hétérosexualité. Et enfin, pour finir, effectivement, il y a aussi toute une diversité culturelle où dans le roman, c'est pas du tout amené, mais dans les séries, ils ont ramené le thème du racisme au Canada, avec le personnage de Bash, avec les peuples indigènes amérindiens autochtones et toutes les injustices qu'ils avaient vécues à l'époque, avec les Acadiens, donc la partie francophone et plutôt pauvre à l'époque du Canada. Voilà, donc par petites touches, il y a vraiment... on va montrer à peu près toute la population du Canada de cette époque-là, et il y a quand même toujours soit une dénonciation de la xénophobie ou du racisme, soit au contraire une volonté inclusive. Alors c'est un peu quand même le white savior, hein. C'est quand même toujours Anne qui est la gentille petite blanche qui va aider et sauver, mais bon, moi je trouve que ça reste quand même intéressant d'avoir amené ce point de vue-là. Et voilà. Et pour terminer, quand même, Anne, il faut quand même dire qu'au départ, c'est une jeune fille qui n'aime pas la couleur de ses cheveux, qui se trouve trop maigre, qui se trouve trop rousse, qui n'aime pas ses taches de rousseur. Mais on va voir que tout le long de la série et dans le roman aussi, et ben au contraire, petit à petit, il y a comme une acceptation, une valorisation et finalement... c'est plutôt toute sa beauté intérieure et extérieure qui va être valorisée. Donc je pense que sur ce côté-là aussi, c'est pas mal.
Bon, il y aurait plein de trucs à redire, hein. Vous allez toujours me dire, peut-être que dans n'importe quelle série ou film ou dessin animé dont je vais parler, vous allez quand même me pointer du doigt les failles et les anglements, etc., etc. C'est pas le sujet. C'est quand même de me dire que quand on regarde l'œuvre entière, je trouve que ça valide quand même. C'est quand même de beaux messages et de belles valeurs pour des enfants, des adolescents qui pourraient regarder. Alors peut-être pas trop jeunes non plus, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes dans l'orphelinat, qui peut être un peu impactantes pour les enfants, mais je crois qu'à partir de 8, 9, 10 ans, je pense que les enfants, les ados peuvent voir de cette série, et voilà, en tout cas ça peut amener de belles discussions en famille ou entre jeunes. Allez, bonne journée!